Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de votre émission Avis de la diaspora sur la meilleure antenne de la diaspora africaine. Moïse Zagbenga, c'est moi et c'est mon nom. Je serai à la coordination technique et à la présentation pour cette émission pour vous, à laquelle également vous aussi vous pouvez participer sur le +1 319 462 89 119. Un honneur pour moi de recevoir deux cadres de la diaspora qui nous honorent de leur présence aujourd'hui et ça fait chaud au cœur pour qu'ils nous donnent leur disponibilité. Nous vous donnerons vous aussi le temps donc de réagir sur le +1 319 462 89 119 à travers le numéro WhatsApp également disponible pour chacun de vous qui nous recevez du côté de la diaspora ou que vous soyez votre position en Afrique en ce moment. Merci de nous recevoir chez vous et la faveur que je pourrais juste vous demander c'est de partager l'émission avec les uns les autres pour qu'ensemble nous puissions construire l'Afrique, le berceau de l'humanité. Pour vous, chez vous, nous recevons aujourd'hui par duplex deux invités de marque, comme annoncé en début d'émission. Monsieur Forson, co-analyste politique. Monsieur Forson, bonjour. Bonjour Moïse, bonjour mon co-analyste Monsieur Philippe Aboudji. C'est un honneur de vous recevoir, Monsieur Forson Koué. Merci d'avoir accepté notre invitation. En duplex également depuis la Belgique. Monsieur Philippe Amédo, un habitué de notre maison, citoyen engagé. Monsieur Philippe, bonjour. Bonjour Moïse, bonjour Forson. Je salue toute l'Afrique et particulièrement le Togo. Merci, vous êtes très bien habillés aujourd'hui tous deux et ça fait plaisir de vous savoir et de vous avoir avec nous aujourd'hui pour ce numéro de notre émission Avis de la diaspora que vous ne cessez également vous aussi de soutenir de votre manière, surtout avec votre temps et ça fait plaisir. Nous entamons donc la première partie de cette émission pour parler donc des liens entre le Burkina Faso et le Mali, les liens qui se resserrent véritablement à travers également la visite du Premier ministre burkinabé et qui avait proposé lui aussi à son tour la création d'une fédération entre son pays et le Mali, tous deux confrontés à une violence et véritablement ils sont dans les mêmes situations. Qu'adviendrait-il? Est-ce que cette fédération réussira? Quels pourront être les enjeux? Et vu qu'on a également la CEDEAO à côté, on a beaucoup de regroupements de pays, il y a des liens qui se resserrent de part et d'autre. Quelles sont les conditions dans lesquelles les deux pays pourront fédérer leurs forces? On en parlera avec vous, nos invités de ce jour. Monsieur Forson Koué, vous serez le premier à répondre à ma question aujourd'hui. Quelle est la première lecture que vous faites à partir donc de cette fédération à travers les visites que se font les deux pays aujourd'hui? Monsieur Forson Koué. Tout d'abord, merci de m'avoir donné la parole. Et donc, avant de commencer, j'aimerais que nous puissions avoir une petite pensée pour le journaliste camerounais qui a été assassiné tout récemment. Et aussi, tout récemment, encore des journaux fermés, je crois, au Togo et ailleurs dans le monde. Parce que c'est votre métier qui est mis en danger et que l'information est primordiale et importante pour l'édification de l'être humain et pour l'éducation du peuple africain. Voilà. Donc, quant à la question que vous m'avez posée, on ne peut pas répondre à cette question-là sans faire une analyse de ce qui s'est passé, ce qui se passe auparavant. Donc, moi, j'ai essayé de résumer ça en quelques phrases. Donc, il y a 60 ans, les Africains rêvaient de liberté, au fait, de développement et le bien-être social. Autrement dit, de disposer d'eux-mêmes de leur avenir. On a parlé alors de panafricanisme, de l'unité africaine et autres. Mais après les indépendances obtenues, de gré ou de force, dans les années 1960, force est de reconnaître aujourd'hui. Les mêmes attentes demeurent. La colonisation a été remplacée par la guerre tribale, le népotisme, le clanisme, et par des dictatures parfois plus féroces que les pratiques coloniales. Trois constats émergent. Les pessimistes, ne rien faire, c'est la famine, le désespoir. Le sous-développement,
Le deuxième, l'Afrique peut s'en sortir si l'Européen pourra faire mieux, c'est-à-dire attendre que les autres décident de notre destin. Et le troisième consiste à nous faire confiance. On pourra alors également trouver d'autres constats quand il y a tant d'intellectuels en Afrique. Toutefois, mon expérience montre que le désespoir ou le sentiment de fatalité annule l'initiative individuelle, voire collective, tandis que l'espoir est un catalyseur qui permet d'amorcer les progrès. C'est pour cette raison que tout au long de ce débat, je vais vous proposer un autre paradigme qui est portant ensemble la voie d'une nouvelle Afrique. Et donc, pour que le Mali et le Burkina puissent faire une fédération, d'abord, il y a des préalables. Et ces préalables, on va en parler parce que pour le moment, moi, à mon moment de ma vie, je pense que c'est un peu de l'utopie et du populisme des dirigeants. Parce que quand je vais vous énumérer ce qu'il y a à faire, ce qui reste à faire, il faut d'abord commencer par, premièrement, la sécurité. Sécuriser d'abord nos nations, hein, lutter contre la corruption, voilà, et l'état de droit. C'est ça les trois mots-là, sécurité, corruption, état de droit. Alors, en ce moment-là, on parlera après d'autres choses, financiers, monétaires et autres. Mais les préalables sont d'abord la sécurité, l'état de droit, le respect des tests que nous nous sommes donnés nous-mêmes. Parce que l'Africain, nous ne respectons jamais les tests que nous nous donnons. Voilà les mots qui minent notre continent. Et on va continuer tout à l'heure dans les débats avec mon frère Philippe de rentrer dans le vif du sujet. Voilà ce que je peux dire. Alors, M. Philippe Amédo Dia, quel besoin répond la création d'une fédération selon vous et selon cette proposition donc, du Premier ministre burkinabé? Ben, écoutez, je crois qu'il faut faire un constat. Je rejoins mon prédécesseur Forson en disant que les organisations sous-régionales visant à promouvoir l'unité et les échanges de partenariats, que ce soit commercial ou économique en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, il faudrait faire le constat de leur échec. Aujourd'hui, les trois pays d'Afrique occidentale qui sont en train de vivre une transition, on peut dire, militaire, et sont en divorce, je dirais, consommé avec la CEDEAO, où il s'agit de la Guinée, du Mali qui avait commencé, la Guinée Conakry a suivi, puis le Burkina Faso. On s'est demandé il y a quelque temps à qui le tour. Et vous savez, dans deux autres pays d'Afrique, les bruits courent, ou bien en tout cas cette menace que les militaires reprennent le pouvoir par la force pour instaurer une transition sont réels et permanents. Tout ceci pour dire que, et comme Sénèque le dit, ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas. C'est parce qu'on n'ose pas que ça devient difficile. Moi, et là, je suis pas d'accord avec Ekwe Forson, il faut oser. Je crois que les Africains, nous avons trop longtemps entendu. Il avait rappelé tout à l'heure, pratiquement tous les pays d'Afrique occidentale ont au moins 60 ans d'indépendance derrière eux. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, après 60 ans, nous devrions encore dépendre d'une monnaie qui est imprimée dans l'ancienne métropole coloniale? Pourquoi est-ce que, pour passer un coup de fil entre deux pays voisins, la communication doit passer encore par la métropole colonisatrice? Donc, je crois que c'est par manque de courage et de volonté politique et d'ambition politique surtout que nos pays aujourd'hui sont à la traîne. Maintenant, si on a des dirigeants de la trempe, si on a des dirigeants qui ont réellement de l'ambition, qui mettent le bien-être de leur population au cœur de l'action publique, je crois qu'il y a moyen de faire de grandes choses. Je ne suis pas ici pour dire qu'il suffit de le dire pour que ça se fasse. Il faut mettre en place un certain nombre d'institutions, et Forson l'a dit tout à l'heure, et surtout, je suis d'accord avec lui, respecter nos propres
Les règles qu'on se donne à nous-mêmes, on en reviendra tout à l'heure. Nos constitutions sont là, mais qui est-ce qui les respecte? Les pouvoirs publics qui sont censés faire respecter cette constitution-là ne les respectent pas, sont piétinés quotidiennement. On en reviendra tout à l'heure. Je crois que, et c'est là même où l'afro-pessimisme prend son sens. Aujourd'hui, les gens se disent, l'Afrique, les 14 pays là, qui sont sous la CEDEAO, enfin, qui utilisent le franc CFA, veulent battre leur propre monnaie. Est-ce que c'est dans ce désordre-là? Est-ce que c'est dans cette cacophonie? Est-ce que c'est dans cette volonté ou bien cette propension à piétiner, à ne rien respecter des principes ou des règles qu'on se donne soi-même? Est-ce que c'est avec ça qu'on va y réussir? Donc, le problème est bien posé. Comment nourrir, comment atteindre nos objectifs tout en ayant des dirigeants consciencieux, ambitieux et qui mettent leur population, le bien-être de leur population au cœur. On a, je suis désolé de le dire, empreint de cette, ou bien nourri par cette envie de faire du bien à leur population. Ils sont là, et beaucoup, ils sont là pour travailler pour des intérêts étrangers. On en reviendra également tout à l'heure. Et je crois que le Mali, en ce sens-là, le Mali et le Burkina Faso ont renvoyé un message qui doit être entendu par ces pouvoirs-là, colonisatrices, qui malheureusement, malgré les indépendances, j'allais dire factices qu'ils ont données, sont restés dans nos pays avec un certain nombre de contrats qu'on appelle contrats coloniaux, léoniens à souvent, qui n'ont pas permis à nos pays de se développer. Je ne jette pas la faute uniquement sur l'ancienne puissance métropole colonisatrice, mais je crois qu'il est également de la responsabilité des enfants, des filles et fils d'Afrique, de faire en sorte que leur pays prospère suivant le rêve que les pères et mères des indépendances ont nourri. Voilà à l'entame de cette discussion ce que je peux dire. Les torts sont partagés. Essentiellement, c'est les Africains lors de l'humanité. Alors, on parle beaucoup de fois de changement de paradigme. Alors qu'on a vu beaucoup de ces pays également se fédérer et avoir des connexions, des liens diplomatiques et des connexions extraordinaires, est-ce qu'en se fédérant juste à travers cette fédération proposée par le Premier ministre burkinabé, est-ce qu'on pourra changer ce paradigme dont nous faisons référence aujourd'hui? Et quel pourrait être l'impact, Monsieur Forson Koy? Donc, c'est tout à l'heure, c'est ce que je disais. Donc, il y a des préalables à faire d'abord. Donc, je vais vous donner des cas précis. Les continents africains ne maîtrisent pas l'aérien. Nos frontières ne sont pas maîtrisées. La voie aérienne, la voie terrestre, la voie maritime, on ne les maîtrise pas. Donc, comment voulez-vous, d'accord, comme disait tout à l'heure Philippe, la communication même, on ne les maîtrise pas. Le Mali ou le Burkina, qui gère la communication de ces pays? Quelles sont les institutions qui gèrent la communication? Donc c'est pour ça que je disais, il ne faut pas commencer à courir. Il faut commencer à se calmer. Et donc moi, je pense que la déclaration que le Premier ministre burkinabé vient de faire, il fallait se calmer un peu, observer les choses, travailler en sourdine, faire en sorte que les choses soient ficelées avant de commencer à faire des déclarations intempestives qui ne sont pas demain rassurantes parce que il y a des années, en 1990 ou 80, la Russie était présente sur le sol africain. Donc, vous voyez, donc, il n'y a pas un État, c'est les intérêts qui comptent. Aujourd'hui, quelles sont les bases des contrats que nos pays signent avec la Russie? Ça, je ne veux pas rentrer dans ça. Mais ce que je sais, et je peux dire, il y a des choses que nous devons faire, c'est la transformation de l'Africain lui-même d'abord. La conscientisation de l'Africain pour dire, aujourd'hui, c'est fini. C'est fini, mais ceux qui maintiennent cette division au sein de l'Afrique, les Africains ont oublié que ce sont toujours les descendants des anciens. Hein? Comme je l'ai écrit, l'Afrique est en mutation, d'accord. Mais aujourd'hui, les Africains oublient que la politique menée
par les ancêtres et les descendants des ancêtres, et comme ça continue, cette politique de diviser pour régner. Parce qu'ils vivent aux dépens de nous. Vous avez une consommation élevée de chocolat, de tablettes de chocolat en Europe qu'en Afrique. Vous avez de l'or emmagasiné en stock qui les pays ne produisent même pas d'or. Vous avez du pétrole qui sont emmagasinés et ils n'ont pas de pétrole, d'extraction de pétrole. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses qui vont et qui ne sont pas encore scellées exactement. Vous regardez les marchés financiers, les marchés monétaires, qui les détiennent? Qui les détiennent? Donc, il y a des préalables à faire d'abord, avant qu'on commence à sauter dans ça et dans ça. Le Burkina et le Mali sont en voie d'être sécurisés. Ils ne sont pas sécurisés totalement, parce que combien d'avions ils ont? Combien même la France ici et les autres pays, ils n'ont pas beaucoup d'avions et tout ça pour gérer leur territoire. D'accord? Donc aujourd'hui, est-ce que pas, on pourra d'abord travailler en sourdine, je dis bien en sourdine, pour former des renseignements, travailler avec des forces collectives, représentatives de toutes les nations et fusionner quand que les gens ne sachent ce qui se passe. Parce que nous, Africains, on parle beaucoup, mais derrière, on n'avance pas. On parle beaucoup et les gens écoutent ce qu'on va faire et ils contrecarrent nos actions. Les plans sont déterminés, comme je l'avais déjà dit. 2023 jusqu'à 2050, c'est la programmation de déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest. Financièrement, le Ghana a commencé à être déstabilisé. Le Ghana est en danger. Le Togo est en danger. Je vous avais déjà dit ça ici. Donc, que les gens parlent sur les réseaux sociaux pour dire que ce sera le cas du Togo, je rigole un peu parce que, oui, ce sera le cas du Togo, mais c'est un changement drastique. Je vais déjà annoncer que les présidents qui sont au pouvoir écoutent. Ils font rapidement ce qu'ils doivent faire, sinon ils vont quitter par la force. Et ils peuvent mettre des garde-fous entourés de force. Ça va arriver, ils vont être dormir, ouais. Ça va arriver d'une manière qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Et je suis certain que dans les jours à venir, 2 présidents seront menacés. Et ça peut tarder. 2 présidents seront menacés en Afrique. Pour voir ce que je vous dis. Je ne sais pas quand, mais je vous dis, pas longtemps, vous allez voir, parce que les forces sont déjà en mouvement. Il ne peut pas y échapper. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Par contre, il est très important que, comment on appelle, on parle de comportement. Vous avez des agents de l'État qui sont milliardaires, des militaires qui sont milliardaires, des ministres qui sont milliardaires. Quel est le travail qu'ils font? Expliquez-moi. Quel est le travail qu'ils font? C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on doit corriger d'abord. Les gens détournent de l'argent. Les gens ont des maisons partout. Comment ils travaillent? Un ministre, il gagne combien? Il gagne combien pour pouvoir avoir telle entreprise? Et qui le finance? Il faut que l'Africain se pose de vraies questions. Cette transformation, qui est la lutte contre la corruption, la vraie lutte, mettre les gens à leur poste, les compétences qu'il faut. C'est ce problème qu'on doit d'abord faire attention à ça. Quel est le budget de la présidence? Quel est le budget de nos présidences, de nos ministères? À qui il rencontre qui? Il rencontre à qui? Il rencontre à qui? Est-ce qu'un maire prend ses concitoyens et leur explique les dépenses effectuées? Le ministre, comment il gère son département? Les gens sont ministres dans le gouvernement pendant des années. Le ministre, c'est un poste à durée indéterminée. On ne change pas de vie. On reste éternellement ministre. Et puis, ces gens-là sont là, ils menacent, ils narguent les gens. Comme leur pays, l'Afrique leur appartient. L'Afrique existait avant qu'ils ne naissent. Ils partiront, l'Afrique restera. C'est ça que les Africains d'abord doivent faire attention. On n'est pas solidaire. Il y a un manque criade au niveau de nos institutions. Or, une analyse a été faite par rapport à ce que disait Philippe Abedouji au niveau du développement économique et bien-être social. On a démontré dans la CEDEAO que les citoyens n'ont pas confiance dans l'administration. Dans l'administration judiciaire, politique, financière,
tous les secteurs, on a remarqué qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de confiance. La corruption est gangrénante. Les gens viennent, occidentaux ou étrangers, ils viennent, occidentaux. Moi, j'ai vu ça au Togo. J'étais là, service de nationalité, le gars, il avait un sac, il passe, il dépasse tout le monde, il rentre dans le bureau. Des comportements qu'on doit changer. C'est cette mentalité qu'on doit travailler d'abord avant de parler de fédération. Non. Les gens sont des voleurs. Il faut que les choses soient claires. Les gens sont des voleurs dans nos continents. Ils détournent de l'argent, on ne leur dit rien. On leur promet à des postes. C'est ça la vérité. C'est le genre de lutte qu'on doit d'abord faire. Au lieu de vouloir dire fédération, fédération. Oui. Comment vivre un ministre? Le ministre rencontre à qui? Les directeurs de cabinet, comment? Qui évalue qui? Et quand? Le président, qui le paye? Qui paye le président? Qui paye les ministres? C'est nous qui cotisons pour les payer. Les douaniers, des voleurs. C'est ce genre de choses. Il faut que l'Africain doit aller au fond de lui. On en reviendra. L'Africain doit aller au fond. Je vais terminer. Les Africains doivent faire une transformation mentale, une transformation du cœur. Parce que cette mentalité qui consiste, quand quelqu'un dit quelque chose, on détruit seulement. Nous, en Afrique, on ne fait que détruire. On détruit les compétences, on détruit les mentalités, on détruit les savoir-faire. Et puis on dit qu'on va se venir. Comment voulez-vous qu'on évolue si on faut continuer à faire des choses comme ça? Mais je veux dire quelque chose. Pour couper, finir avec ça, je répète toujours cette phrase. Je n'ai jamais vu un corbillard suivi d'un camion de déménagement. Je n'ai jamais vu un corbillard suivi d'un camion de déménagement. Demain ne nous appartient pas. Alors ceux qui gouvernent, attention. Parce que cette lutte que nous faisons, c'est pour nos enfants. Demain, moi, je peux partir. Mais qu'est-ce que nous allons lancer pour les enfants africains, les Africains qui meurent dans les villages, qui meurent partout et les gens s'exhibent. Voilà les consciences. Les consciences pour nous, on doit travailler. C'est ça, cette conscience que je veux élever ce soir dans ce débat. Merci. Alors, tout à l'heure, monsieur Forson que parlait de confiance. Comment faire pour renouer la confiance également des compatriotes? Et quand, par exemple, le Premier ministre du Burkina estime que les solutions sont juste à côté de nous, quelles sont vos réactions, monsieur Philippe Amedodi? Oui, merci Moïse. Avant de répondre à ta question, moi j'aimerais dire, moi je n'ai pas de boule de cristal dans laquelle que mon ami Forson, a lu tout à l'heure des menaces sur deux présidents d'Afrique occidentale. En tout cas, moi je n'ai pas cette boule. Moi ce que j'aimerais, vrai, il y a un défi sécuritaire, beaucoup d'autres défis. Parlons de la corruption. Moi je vis en Belgique, le siège, c'est le courant la grande corruption qui secoue le Parlement européen. Donc c'est pour dire que l'Afrique n'a pas le monopole de la corruption. C'est vrai que la seule différence, c'est que ici, et là je rejoins Forson, ici les institutions, en tout cas l'indépendance de la justice permet de traquer et d'amener devant la justice et les fauteurs, ou bien en tout cas ceux qui ont violé, ceux qui ont abusé de leur position pour détourner de l'argent. Ok, le vice-président de du Parlement européen est tombé, ok, parce qu'il a il a été corrompu. Pour l'instant, l'affaire est en instruction. Et vendredi dernier, 2 parlementaires se sont vus lever leur immunité. Donc c'est pour dire que c'est pas, il faut quand même remettre l'église au milieu du village. La corruption n'est pas propre. Ok. La deuxième chose, le défi sécuritaire. Lorsque mon prédécesseur parlait, disait que combien d'armements disposons-nous, combien est-ce que nous n'avons pas la maîtrise de notre espace aérien, de nos frontières. Moi, je vais rappeler, vous êtes aux États-Unis. Savez-vous le nombre de guerres que les Américains ont menées contre l'extrémisme violent et l'ont perdu parce que comptant uniquement sur la force la force des armes, c'est-à-dire les armes à feu, une pléiade. En tout cas, une dizaine, voire une vingtaine selon certaines analyses.
Donc, pourquoi est-ce que nous, les Africains, qui ne fabriquons, de surcroît, ne fabriquons pas des armes, ok? Nous les achetons hein, en lésant les secteurs de développement que sont l'éducation et la santé. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas, parlant de transformation de la mentalité, pourquoi est-ce que les ne pourraient pas réfléchir à leur propre pouvoir? Pourquoi est-ce que les Africains, les dirigeants africains, ne peuvent pas voir dans quelle mesure trouver une solution autre que à ce défi sécuritaire dont nous sommes confrontés? Donc là aussi, moi aussi, j'aimerais que nous puissions élever un peu le débat, nos consciences pour dire ne suivons pas bêtement, et je pèse mes mots, ne suivons pas bêtement les anciennes puissances colonisatrices qui n'ont même pas, qui ont échoué en cherchant à résoudre les problèmes que nous avons aujourd'hui, auxquels nous sommes confrontés, en cherchant à les résoudre par les armes. Soyons novateurs, trouvons des solutions qui sont adaptées à nos moyens et à nos réalités et à notre culture et tradition. Les Africains ont une tradition de dialogue. Dialogue là, ça nous permettra d'épargner des moyens financiers pour pouvoir aider à des besoins qui sont actuellement ceux des Africains. Pour terminer, parlons d'opportunités pour créer cette fédération. Il y en a énormément. Vous savez, beaucoup de pays d'Afrique exportent des choses que leurs voisins produisent ou bien exportent des choses que leurs voisins pourraient produire. Allez voir le taux d'échange commercial entre les pays dits développés. Mais nous, Africains, ayant même beaucoup, parce que vous savez, à la conférence de Berlin, c'est avec une règle, une latte, qu'on a partagé nos pays. Donc, ça veut dire que où les habitudes de consommation sont plusieurs pays. Mais parce que on nous a appris que ce qu'on importe est mieux que ce qu'on produit soi-même, parce qu'on nous a appris que ce que nous sommes ne vaut rien et qu'il faut lorgner du côté de ceux qui sont de l'autre côté de la mer, nous sommes là à déficitaires nos balances commerciaux, ce qui fait que nos pays ne peuvent pas évoluer. Il y a moyen de faire des économies sur ce que nous importons pour consommer localement. Lorsque je dis, par exemple, au niveau vestimentaire, vous imaginez l'Afrique avec tout le Bénin, par exemple, de l'or qu'on appelle blanc, le coton, hein, ce que nombre de personnes que le Bénin peut habiller, c'est énorme. Qui est-ce qui se lève du matin jusqu'au soir et ne s'habille pas au moins 2 ou 3 fois? Point de vue nourriture, énormément. Donc je dis, il y a beaucoup d'opportunités. Il faut que nos dirigeants en prennent connaissance, refusent de faire de l'importation des produits dont nous n'avons forcément pas besoin. Ok, de faire ça comme des outils de promotion, voilà, des anciennes puissances colonialisatrices. Parce que ça les arrange. Hein. Ça les arrange de nous envoyer beaucoup pour se sucrer sur nos dos. Donc, parlant de changement de mentalité, je crois qu'il faut voir surtout de ce côté-là. 2 réactions alors qui peuvent se produire, soit de la résilience, soit de la résignation. Je pense que, parlant maintenant des populations, hein, pas des dirigeants, je crois que les populations, au lieu de se résigner, doivent prendre leur courage à 2 mains pour dire que nous pouvons encore y arriver. Ce que nos dirigeants ne parviennent pas à faire au niveau local, au niveau des cellules familiales, au niveau des cellules, au niveau des communautés, pour que chacun puisse commencer à faire ce qu'il y a de mieux de faire. Je donne un exemple concret, je termine par là. Au lieu de produire, M. Forson disait tout à l'heure du chocolat, des tablettes de chocolat. Combien d'Africains mangent des tablettes de chocolat avant la fin de la journée? Et nous produisons du café, du cacao, dont le prix, nous dit-on, dépend des cours internationaux que nous ne maîtrisons pas, alors qu'en produisant du maïs, du blé, okay, en produisant de l'igname, de manioc, ça nous savons que nous ne mourrons pas de faim. Donc il faudrait que dans moi je ne vais pas très très loin en parlant des bourses maîtrisées, non, concrètement, c'est-à-dire
le b.a.-ba. De quoi avons-nous besoin? Nous nourrir, nous vêtir et nous abriter. Il y a moyen que les Africains, avec les moyens dont nous disposons actuellement, puissent faire cela. On parle également de la coopération. Pourquoi est-ce que les universités ne coopèrent pas? On n'a pas besoin de créer dans chaque pays d'Afrique des grands instituts de mathématiques. Il faut mutualiser nos forces. Ça également, je ne le vois pas. Chacun dans son enclos colonial veut faire tout et en même temps. C'est pas comme ça que les pays développés ont fait. Donc, il faudrait que nous pensions également, et c'est le sens d'ailleurs de l'appel que le Premier ministre burkinabé a lancé à son homologue malien en disant « Réfléchissons à fédérer. » C'est comme ça que moi je la pense. Une fédération, c'est une mutualisation des ressources, c'est-à-dire quelqu'un a un peu, j'en ai également un peu, nos besoins et nos demandes se croisent, on travaille à ce que on trouve une réponse en optimalisant l'exploitation de nos ressources. C'est dans ce sens-là que moi j'ai entendu l'appel qu'a lancé le Premier ministre burkinabé à son homologue malien. Ce n'est pas du populisme, mais je crois que c'est du réalisme. Il faut que nous, les Africains, nous puissions commencer à comprendre que cela ne dépend que de nous. Nous n'avons pas besoin d'attendre des années encore ou bien d'attendre que des coopérants occidentaux viennent nous apprendre ce que nous pouvons faire de bien pour nos populations. Merci, monsieur. Merci pour votre intervention. On a un petit souci technique avec monsieur Forson Koué et j'espère qu'il va rentrer en ligne de nouveau. Mais pour l'heure, je voudrais rappeler à tous les téléspectateurs que la ligne est maintenant ouverte sur le +1 319 462 89 79 et nous sommes avec nos invités de ce jour, monsieur Philippe Amidodi, citoyen engagé, monsieur Forson Koué, tous deux en Europe et bien sûr pour qui nous donnent leur disponibilité. Vous pouvez vous aussi nous appeler à partir de cet instant, mais la question que je voudrais poser à monsieur Philippe Amidodi, on parlait tout à l'heure donc de production également. Nous savons qu'il y a au Burkina comme au Mali la production du coton, d'or et du bétail. Est-ce que selon, comme le dit le Premier ministre burkinabé, est-ce que c'est en combinant les deux forces, ces deux productions, qu'on devient une puissance en réalité? Mais, écoutez, pour ceux qui peuvent encore se rappeler, ou bien même si on se réfère à ce que Maslow a dit, hein, la pyramide de Maslow, les besoins primordiaux, ok, c'est le besoin de satisfaire, le besoin de pouvoir subvenir à ces besoins primaires, c'est-à-dire se nourrir à sa faim et se soigner. Okay? Lorsque vous parlez de nos cultures, okay, vous parlez du bétail, je crois que c'est primordial. Nous connaissons bien la capacité de ces deux pays que vous venez de citer là, hein, à produire du bétail. D'accord? Donc, aujourd'hui, que se passe-t-il? Au lieu que les gouvernants soutiennent ce secteur, le secteur d'élevage des bovins, des ovins et d'autres, des produits halieutiques, nous, parce que nous avons cédé nos ports à j'allais dire des mers, ben, nos ports sont ouverts à des produits de très mauvaise qualité qui sont importés, des surgelés. Et ça nous coûte même à les conserver. D'accord? Donc, c'est de ça qu'il s'agit également. Lorsque je parle des produits qui peuvent apporter de la protéine, c'est-à-dire la viande de bœuf, la viande le poulet et les volailles. Donc, il s'agit de cela. Nous pouvons, au niveau de nos pays, renforcer ou bien développer une série de secteurs. Ça donnera ça créera non seulement des emplois à la jeunesse qui en a besoin, ça créera ce qu'on appelle de la richesse, et c'est sur cette richesse-là que l'État pourra prélever des impôts pour financer la construction des routes,
pour financer la construction des écoles et la construction des hôpitaux. Donc, tout se tient finalement. C'est-à-dire un État qui refuse de soutenir la création ou bien qui refuse de soutenir la création d'emplois dans son propre pays, se tire une balle dans les pattes. Et c'est ce qu'on voit dans nos pays. Il faudrait que nous puissions arrêter, poser concrètement ce problème-là, arrêter de rendre déficitaires les balances commerciales, parce que nous importons beaucoup plus que nous exportons, que nous produisons, et c'est ça qui fait que nos pays n'arrivent malheureusement pas à travailler à la création d'emplois, à la création d'hôpitaux, à la création d'écoles. Et là, même lorsque on parle d'école, vous savez, au lieu d'aller faire des prêts pour acheter des brevets pour fabriquer des produits, nos universités, à quoi ça sert? Ok, il y a des écoles, ok, il faudrait refinancer nos écoles pour que, au niveau des cadres qui sortent de l'Afrique, puisse émerger cette capacité-là à rechercher des solutions à nos problèmes. Comme ça, on pourrait également épargner en créant nous-mêmes, en trouvant nous-mêmes des solutions à nos problèmes, au lieu d'aller acheter des solutions ailleurs qui souvent même ne sont pas adaptées aux spécificités de nos problèmes. Donc, je crois avoir répondu à votre question en disant que le défi est là, mais nous pouvons, à l'échelle du continent, s'il y a une bonne volonté de la part des dirigeants aussi bien, ou bien des décideurs politiques et économiques, il y a moyen de relever le défi. Il y a moyen de relever des défis. Nous en relevons aussi de notre manière aussi à la diaspora. Nous contribuons aussi au grand débat en apportant des idées. Monsieur Forson Nkwe, on parlait tout à l'heure donc de la combinaison du coton d'or et de bétail. Je vais vous demander humblement donc de relever un peu plus votre caméra pour que le cadrage soit très bien, très beau. Bon. Merci beaucoup, c'est très bien, parfait. Alors, Monsieur Forson Nkwe, aujourd'hui, nous savons que les deux pays sont en crise. Et quand on parle de famine, ils ne sont pas des restes. Aujourd'hui, dites-nous concrètement, est-ce que c'est à travers la combinaison du coton d'or et de bétail qu'ils peuvent devenir puissance de leur côté? C'est exactement ce que je sais, j'ai pas essayé de détailler tout à l'heure, que je voulais vous dire. Vous avez, nos pays ont des endettements élevés. Et ces endettements ont fait que ces pays ont bradé des terrains, nos richesses, comme on dit, les bijoux de famille, ils ont bradé cela. Les secteurs de productivité, les secteurs qui vont produire, ils les ont bradés. D'accord? Aujourd'hui, tous ceux qui gèrent ces structures sont des étrangers, dans tous les pays en Afrique. Et ceux qui sont des voleurs, je vais poser les mots, des voleurs, hein, et qui ont des milliards sur leur compte, investissent ailleurs. Ils investissent ailleurs. Et donc, aujourd'hui, nos banques qui sont les moyens pour financer les activités des entreprises, petites et moyennes entreprises, appartiennent à qui? Et donc, si ça appartient aux étrangers, alors quelle est la vision que les étrangers vont instaurer? Parce que c'est la main qui donne, qui dirige. C'est la main qui donne, qui dirige. Donc, on vous dit de produire du soja, de produire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que la consommation locale. Quand nous prenons le Mali, comment vous pouvez imaginer que c'est la Chine qui fournit du riz au Mali, au Burkina? Des choses qui sont incongrues. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut d'abord qu'on travaille sur nos problèmes internes, endogènes, avant de vouloir parler de fédéralisme. Parce que si vous voulez parler de fédéralisme, de fédération, il faut balayer dans votre maison ce qui ne va pas, quels sont les moyens que nous mettons pour la jeunesse, et qu'est-ce que nous octroyons comme travail pour la jeunesse, et comment le faire. Comment nous allons mobiliser les fonds, les forces, hein, pour pouvoir faire travailler la jeunesse, engager la jeunesse et éduquer la jeunesse à la bonne pratique, à des valeurs culturelles et cultuelles, d'accord, pour que nous puissions élever le niveau. Beaucoup de jeunes, comme disait tout à l'heure Philippe, il parlait que les Africains ont toute tendance à travailler en communauté et négocier nos divergences par le dialogue. Je suis d'accord à cela. Par contre,
La question est de savoir, comme nous avons négligé nos valeurs culturelles et cultuelles, aujourd'hui, on est en face des problèmes. Tout à l'heure, il parlait de la défense de l'Afrique. Mais vous savez, je vais parler un peu Mina, il y avait Tchakatou. On t'envoie Tchakatou de loin, tu prends. Donc, nous avons des défenses. Nous avons des défenses. Donc, nous avons des défenses parce que c'est ça qu'il faut, je dis, il faut que nous travaillons nos forces culturelles, travaillons à cela pour un pays là, un pays que vous voyez comme ça, vous voyez la France ici, ou Belgique, que vous êtes là-bas. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous ne voyez pas? Il y a des forces qui gouvernent et qui sécurisent les nations. Et en Afrique, nos ancêtres savaient ça. Ils savaient ça. Donc, il faut qu'on renoue. C'est ce que avait dit, je fais un coucou à mon cher ami Béanzin, qui disait que il va falloir que les Mounon, les forces commencent à dire oui, il faut commencer. Oui, je suis en phase avec lui. Nous avons des forces en Afrique. On parle à la terre se fait fend en deux. On marche sur le feu. On marche sur le feu en Afrique. Egoum. Vous connaissez Egoum? Tu prends, il danse tout seul. Tu ouvres, il n'y a que du serpent. Tu ouvres, il y a une force vide dedans. Nous avons ces forces. Donc, il va falloir que nous renouons. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, mais Philippe Abedou dit, bah, tacler un peu. Je prends un tacle quand même. Donc, c'est pour te dire que, mon frère, que je n'ai pas de boule de cristal. Mais il y a la force conviction que cette année 2023, c'est l'année du changement de l'Afrique. La mutation irrémédiable, inévitable. Donc, quand je disais 2 présidents, vous allez les voir, je sais pas, vous allez voir bientôt. Et vous allez comprendre que je ne parle pas en l'air. Je ne suis qu'un simple messager. Mais ce qui sort aujourd'hui, ici, cette date-là, notez-le. Ça va s'accomplir. Vous comprenez que aucune force, les présidents qui sont actuellement en Afrique, là, qui sont de longue règne, qui croient qu'ils ont la force des réseaux. Je ne vais pas citer les noms. Ils me connaissent. Qui peuvent s'appuyer sur ces réseaux. Je vous dis, face to face. Vous avez trouvé l'auto que vous avez perdu. Et sachez que les forces dont je parle, allez, si vous avez des forces, allez vous consulter, sont déjà en mouvement et sont déjà en train d'agir. Et ils vont agir d'une manière, vous ne pouvez même pas imaginer. Je le dis et je pèse mes mots et j'assume tout ce qui sort de moi aujourd'hui. Je vous dis, tous ces présidents africains qui font du traîtrisme ou qui sont en train de saboter, et je dis bien, ça détruit la vie des Africains à cause de leur pouvoir, ne tiendront pas cette année et les années à venir. Et ça, notez-le. Monsieur Forson, en 30 secondes, je ne vous coupe pas, mais nous sommes le temps contre nous. Nous sommes à la fin de cette première partie. En 30 secondes, que pouvons-nous retenir par rapport à cette proposition du Premier ministre burkinabé et quels pourront être les défis à relever avec cette fédération? Pour le moment, pour être court, je dis bien au Premier ministre burkinabé de se calmer. Se calmer parce que le travail, y compris le président Traoré, Ibrahim, à son excellence, a compris que c'est le travail de sécurité d'abord. Vous ne pouvez rien construire sans la paix, sans l'insécurité. Vous ne pouvez rien faire quand vous avez peur de dormir et qu'on vient vous braquer. Vous ne pouvez rien faire quand vous avez peur d'aller faire vos commerces informels ou formels. Et quand vous êtes braqué en cours de route, on vient vous tirer dessus. Vous ne pouvez pas construire une nation si des âmes sont en souffrance dans vos pays. C'est pour ça que je dis, les clics sont venus vers moi, dis ceci. Tous ceux qui ont emprisonné des gens dans les prisons, les présidents, à cause de leur pouvoir, et que les âmes souffrent avec gémissement au plus tréfonds d'eux. Des femmes qui pleurent parce que leurs enfants sont disparus depuis des années. On ne les voit pas parce qu'à cause d'un individu, je vous répète une chose. Vous
tout ce qui est au pouvoir. Je le répète et je signe et je persiste. Les forces sont en mouvement et elles seront plus violentes que vous n'avez jamais vu en Afrique. Les mois à venir. Les mois à venir seulement. Plus violentes que vous n'avez jamais vu en Afrique. Je pèse mon mot parce que ce que je dis là va être enregistré par beaucoup de monde. Et on vous se retrouvera de cette journée. Je ne parle pas, je suis comme un simple messager. Parce que tout est donné, tout a été montré. Mais ils ont endurci le cœur. Ils croient qu'ils sont puissants. Les oiseaux volent. Les oiseaux volent. Mais pour manger, ils descendent à terre. J'ai terminé. Merci à tous ceux qui nous suivent. Monsieur Philippe Amedodi, citoyen engagé, votre mot de fin en 30 secondes pour cette première partie. Mais moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose de se donner des objectifs, ou en tout cas d'en fixer. Nos dirigeants, ce qui leur manque souvent, en tout cas ce qu'on peut leur reprocher, c'est de ne pas dire ce qu'il faut et de ne pas faire ce qu'ils disent. Donc, si les dirigeants burkinabés et maliens prennent l'engagement de travailler à renforcer la fédération ou à mutualiser leurs forces, je cite en passant, même en économie, ça existe, ça s'appelle la spécialisation. Hein. Chaque pays fait ce qu'il sait faire le mieux. On l'appelle même avantage comparatif. Donc, je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, je rejoins mon prédécesseur en disant, il ne suffit pas seulement de le dire, mais il faut travailler à ce que ça n'arrive. Et pour terminer, je salue encore la conviction des idées portées par mon ami Forson. Je signale en passant que hier, Paco Rabanne, le célèbre modéliste français, nous a quittés. On se rappelle, quelques années, il avait parlé d'une série de choses qui devraient arriver, qui malheureusement ne sont pas arrivées avant son décès, sa disparition hier. Donc, méfions-nous quand même et restons convaincus. Mais ce que j'aimerais dire à mon ami Ekoui Forson, c'est que il faudrait que nous travaillions à forcer le destin. Moi, je compte beaucoup plus sur le travail, l'investissement que nous devrons faire pour aller dans le sens de la construction de l'Afrique que une main à la présence, ou en tout cas aux agissements d'une main invisible. Ça existe, je crois. Mais je pense que prioritairement, c'est à nous, les hommes, d'y travailler d'abord. On dit, et je vais parler également du Mina, donc il y a un proverbe Mina qui dit, porte-le jusqu'au genou et Dieu t'aidera à le porter jusqu'à ta tête, jusqu'à la tête. Donc, c'est à nous, la responsabilité nous incombe d'abord, et si une force invisible devrait intervenir, c'est toujours et forcément en second ressort. Merci. Merci, mesdames, messieurs, d'être avec nous pour ce numéro de votre émission. C'est la fin de la première partie. On va prendre juste une pause de 30 secondes, revenir juste après. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur Afro Web TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine?